Une fois de plus, il regrette d'avoir contacté George et se rend compte qu'il aurait dû couper les ponts avec lui dès le départ. Décidé à se changer les idées, il éteint la télévision et s'approche de la porte vitrée qui donne sur la cour. Soudain, un bruit le distrait de ses pensées et, en tournant la tête, William aperçoit Mason et Mary en train de s'entraîner dans la cour. Mason a entraîné Mary et a développé sa vitesse et son agilité, la faisant se déplacer rapidement d'un côté à l'autre. À un moment donné, Mason a lancé une balle en l'air que Mary a immédiatement vue et saisie avec un fouet. Mason a déclaré que Mary avait une très bonne vitesse cette fois-ci, mais qu'elle devait accélérer encore plus, car elle est une joueuse de soutien. Debout derrière eux, écoutant Mason essayer d'enseigner à Mary comment être solidaire, William remarque que c'est un gaspillage d'efforts. William ne se contenta pas de se détendre, il décida d'analyser les compétences de Mary et utilisa sa compétence d'analyse. Il nota qu'elle avait une bonne vitesse, mais que son agilité avait déjà atteint ses limites. William a également subverti que les valeurs maximales d'agilité et de vitesse ne sont pas comparables à celles de Mason, et qu'elle ne peut donc pas répondre à ses attentes. Il n'arrivait toujours pas à croire que Mary avait reçu un rôle de soutien, car si ce genre d'approche fonctionnait avec Mason, Mary était un CS à part. Mary s'est couchée dans l'herbe, expliquant qu'elle avait besoin d'une pause, tandis que William s'approchait tranquillement d'elle et de Mason. Mary l'a remarqué en se rapprochant, mais il était toujours plongé dans ses pensées sur la gravité de la situation si l'as de l'équipe était dans cet état. Mary lui a demandé s'il avait vu son entraînement, ce à quoi il a répondu par l'affirmative, et aussi qu'elle n'avait pas besoin de mettre l'accent sur l'agilité. Mason tente d'objecter que Mary est un peu petite, mais William l'interrompt. Il a dit à Mason que Mary n'était pas lui et qu'il fallait avoir avec elle une approche complètement différente de celle qu'il avait pour lui. William lui a dit d'arrêter de développer sa vitesse et son agilité, car elle ne pourrait pas devenir comme lui avant. Il a également ajouté que Mary a déjà atteint son apogée en matière d'agilité et de maniement du fouet, et que nous devons donc mettre l'accent sur l'autre. Il a expliqué que Mason a décidé de la faire endosser parce que leurs capacités sont similaires, mais qu'elles sont complètement différentes. William se tourne vers Mary et lui demande ce qu'elle ferait après avoir saisi son adversaire avec un fouet. Après que Mary a répondu qu'elle l'aurait simplement traîné dans l'équipe, William l'a immédiatement réprimandée pour son erreur. Il lui a dit qu'elle devait éliminer elle-même ses adversaires et qu'elle devait donc mettre l'accent sur la force et le maniement de l'épée. Il s'est approché et a pris le fouet et l'épée de Mary en disant qu'il était sur le point de tout montrer, mais seulement une fois, et qu'il fallait donc regarder attentivement. Faisant tournoyer le fouet, il frappa la poupée d'entraînement, enroulant le fouet autour d'elle avant de dégainer plus confortablement son épée. Un instant plus tard, il a tiré le fouet, ce qui a attiré la poupée vers lui et l'a coupée en 2 morceaux égaux avec son épée. Il mit l'épée et le fouet de côté et demanda à Mary si elle avait compris l'exemple qu'il venait de lui montrer. Sans recevoir de réponse, il continua son cours, disant qu'on ne peut pas tuer un adversaire avec un fouet et qu'il faut donc développer l'art de l'épée. Après avoir terminé ses explications et ses instructions, William a annoncé que Mary devait faire 500 approches. Mason et Mary ont été frappés de stupeur après que William ait cité le nombre considérable d'approches nécessaires. Voyant qu'il n'avait toujours pas bougé après ces paroles, William commença à les presser d'accélérer et de commencer à agir. Il a précisé qu'il restait 14 jours avant le match de championnat et qu'il disposait donc de très peu de temps pour l'instant. Dans le même temps, John, le manager de James Walker, s'est émerveillé de voir à quel point ses capacités s'étaient développées en si peu de temps. Jacques, lui aussi, écoutait avec surprise les rapports sur l'évolution de ses signes vitaux et physiques. John a remarqué que James s'est beaucoup amélioré en tant que combattant après avoir changé son approche de la défense. Il a également ajouté que ses faiblesses n'étaient plus les mêmes à l'heure actuelle et qu'il pourrait donc bientôt faire partie du top 3. Il a naturellement compris qu'il faut s'entraîner longtemps et durement pour obtenir des résultats significatifs, car il a encore du mal à le faire. John a alors déclaré qu'il pourrait faire un énorme profit avec un tel arrangement, et James a demandé une clarification en termes d'argent. Après avoir réfléchi et fait quelques calculs, John annonce à James le montant qu'il pourrait obtenir.
environ 10 millions de dollars. James y réfléchit, 10 millions, c'est beaucoup d'argent, et ce n'est pas quelque chose que l'on offre tous les jours. Après avoir réfléchi, il a regardé la télévision où était diffusée une émission sur Guillaume et a dit qu'il fallait lui envoyer tout cet argent. Le directeur est tombé dans la stupeur et a commencé à faire appel au bon sens, mais James était implacable. Selon lui, il s'agissait de l'argent d'un conseiller. S'arrêtant, il regarde l'espace devant lui et crie qu'il a juré de traîner William dans l'arène. Un certain temps s'est écoulé, et le match entre les équipes nationales de Corée et des États-Unis a finalement eu lieu. Les commentateurs ont déclaré que, selon toute vraisemblance, tous les téléspectateurs attendaient avec impatience la rencontre de ces deux équipes. Ils ont également indiqué qu'ils sauront bientôt comment se terminera la confrontation entre William et James Walker. Ils ont dit que ce serait passionnant, mais qu'ils devaient maintenant présenter les membres de chaque équipe. Après avoir présenté l'équipe coréenne, ils ont présenté l'équipe américaine, dont les joueurs étaient sérieux. Cette fois-ci, Marie était le commandant et le chef de son équipe, et elle a donc eu l'honneur d'occuper une place à part dans le spectacle. Du côté américain, le leader était James Walker, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de son potentiel et de sa détermination. William, quant à lui, regardait tout cela à travers l'écran et priait dans son esprit pour qu'ils obtiennent un bon résultat. Le donjon dans lequel ils vont se battre est un vieux château du monde souterrain appelé le palais de Martha Borney. Il n'y a que 3 étages dans ce donjon, et chaque étage a un boss différent, avec des hordes de squelettes qui bloquent le chemin pour les équipes. Au rez-de-chaussée, les équipes affronteront le boss guerrier squelette, un énorme monstre qui écrase tout sur son passage. À l'étage suivant, le principal obstacle pour les 2 équipes sera le boss, qui porte le nom de Chevalier de la Mort. Enfin, le boss final du 3e étage mettra en scène 2 monstres entiers, le dragon d'os et la liche. Les commentateurs ont également souligné le fait que de nombreux téléspectateurs les regardaient pour la première fois ce jour-là, et ont donc jugé nécessaire de rappeler les règles aux téléspectateurs. Finalement, les équipes ont eu l'occasion de sortir et de rejoindre leur siège, sous les applaudissements du public. Enfin, alors que les équipes prennent place, les commentateurs annoncent que le match commence enfin. Team USA a immédiatement rencontré les squelettes au rez-de-chaussée, et les commentateurs se sont émerveillés de leurs mouvements polis. Team USA s'est rapidement débarrassé de la foule de squelettes en nettoyant les salles du donjon une à une. Ils ont été émerveillés par la rapidité avec laquelle l'équipe nationale américaine s'est occupée d'un si grand nombre de squelettes. Les commentateurs ont souligné que même si leurs mouvements étaient lents, leurs coups de poing étaient précis et bien cadencés. Les commentateurs sont ensuite passés à l'équipe nationale coréenne, car il était intéressant de voir ce qu'elle faisait à ce moment-là. En regardant les mouvements de l'équipe nationale coréenne, ils ont été émerveillés par l'incroyable vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Après les avoir observés pendant un certain temps, ils ont réalisé que l'équipe nationale coréenne ne tuait pas les monstres, mais se contentait de les traverser. Ils n'ont tué aucun des squelettes présents dans l'une ou l'autre pièce, mais ont continué à courir en ignorant leur existence. Mason observait leurs mouvements et, dans son esprit, il les encourageait dans l'espoir que tout se passerait clairement comme prévu. Les commentateurs nous ont rappelé que l'équipe nationale coréenne était connue pour son jeu prolongé, mais qu'elle avait désormais pour objectif de tuer le patron. Ils ont également compris que cette tactique présente un niveau de risque très élevé, mais qu'en cas de succès, ils obtiendront immédiatement un grand nombre de points. Si vous tuez le boss principal d'un étage, celui-ci sera fermé pendant un certain temps, ce dont l'équipe nationale coréenne veut profiter dans ce jeu. Ils ont donc parcouru toutes les salles et sont arrivés très rapidement au boss. Les commentateurs et les tribunes étaient en larmes lorsque l'équipe nationale coréenne s'est approchée du premier boss de ce donjon, le guerrier squelette. Pour en revenir à l'équipe nationale américaine, ils sont restés perplexes face à James Walker, qui restait là à attendre quelque chose. Un membre de Team USA s'est fait piéger dans la salle des chefs en attendant quelque chose, à la grande surprise des commentateurs. Les joueurs de l'équipe nationale américaine se sont moqués de la stupidité des joueurs coréens et ont proposé d'aller au premier étage, mais Walker a refusé.
Il a dit qu'il devait entrer dans la pièce où se trouvait le patron, et un membre de son équipe a dit qu'il prêterait son pouvoir à Walker. L'équipe coréenne avait presque fini de battre le boss à ce moment-là, et Marie s'était lancée pour donner un dernier coup au squelette. Soudain, juste avant le moment où elle était censée achever le chef, James Walker est sorti de sa couverture et l'a abattu en plein volume. Toute l'équipe de Marie est restée stupéfaite, sans pouvoir bouger, car il s'était envolé si soudainement que personne ne l'avait remarqué. Mason se rendit compte qu'il avait utilisé le pouvoir de son membre Hurricane, ce qui lui permettait de se déplacer si rapidement. En raison de cette amplification et de la forte poussée, Marie a été projetée de côté et, en heurtant le mur, elle a été tuée instantanément. James a dit que battre le boss tout de suite était une bonne idée, mais dans ce jeu, seule la victoire est importante. C'est la principale raison pour laquelle ils ont perdu. Après ces mots, toute l'équipe nationale américaine est sortie de son dos et a commencé à attaquer le guerrier squelette déjà affaibli. Après avoir lancé quelques attaques contre lui, ils l'ont achevé et le système a signalé que l'étage serait fermé dans 10 minutes. Malgré cette avance, James Walker décide que tout doit s'arrêter là et donne l'ordre d'attaquer les membres de l'équipe coréenne. Team America s'est jeté sans pitié sur Team Korea et a commencé à les massacrer à gauche et à droite, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Les commentateurs ont remarqué que l'équipe nationale coréenne s'est beaucoup affaiblie après le combat des chefs et que sa situation est donc déplorable. Devant le dernier membre vivant de l'équipe nationale coréenne, James Walker s'est retourné et a déclaré que cette fois, c'en était fini d'eux. Après avoir prononcé cette phrase, il a frappé plus fort et a abattu le dernier joueur, mettant ainsi fin au premier tour. Les commentateurs annoncent solennellement que Team USA a battu la Corée sèchement et que le deuxième tour commencera après une récupération complète. Marie marchait dans le couloir en pensant au fait qu'ils avaient encore échoué et perdu avec une déroute. Elle était également très contrariée par le fait que William avait fait tant d'efforts, mais en vain. En entrant dans la pièce où leur équipe se reposait, elle resta sur le pas de la porte, surprise de voir que William était assis à l'intérieur, déjà en train d'encadrer leur équipe. Il a déclaré qu'il avait pleuré des larmes de sang en les regardant jouer et que leur équipe nationale devrait suivre son conseil. Un membre de l'équipe nationale a tenté de s'opposer en disant que leur entraîneur était Mason, mais William lui a simplement ordonné de se taire, après quoi toutes les questions sont tombées. William a déclaré qu'il n'avait aucune envie de s'impliquer dans cette situation et ce jeu, mais il a décidé de se sentir désolé pour eux. Il a dit que leur plan pour tuer rapidement le chef était vraiment bon, mais que les Américains étaient plus forts qu'eux à tout point de vue. De plus, William a ajouté que peu importe le nombre de fois qu'ils affronteront l'équipe nationale américaine, les chances de gagner seront toujours nulles. Il a ensuite dit qu'il était venu ici pour une raison après tout, et que s'il l'écoutait attentivement maintenant, il pourrait tuer Walker. William a déclaré que le Martha Bornese Palace était l'un des donjons qu'il avait visité avec le président de l'association. Il leur a assuré qu'il s'agissait d'un endroit très facile d'accès et que seul le 3e étage représentait un danger pour eux. Cependant, le problème était qu'avec leur niveau de compétence, même un donjon aussi facile serait un grand défi. Il a également déclaré qu'ils avaient un bon plan, mais qu'il serait bon que leur plan fonctionne en plus. Leur principal problème était leur manque d'intelligence. Ils se sont précipités directement sur le boss sans même suivre les actions de l'équipe ennemie. Il leur reproche ensuite de ne pas avoir su anticiper. Ils n'auraient pas pu combattre les États-Unis même s'ils avaient tué le chef. Il résume que l'équipe nationale coréenne a subi une défaite méritée parce qu'elle a négligé les bases élémentaires. William se tape le front, frustré par le niveau de jeu de l'équipe nationale et désolé pour Mason qui l'entraîne. Après être resté dans cette posture un moment de plus, il a annoncé qu'il n'y avait de toute façon aucun moyen de changer le passé et que la conversation sur le premier tour pouvait donc s'arrêter là. William demande à nouveau le silence et dit que nous pouvons maintenant en venir aux faits et qu'il leur dira comment ils doivent procéder. Le deuxième tour a commencé le lendemain, et les commentateurs ont immédiatement remarqué que Team USA se déplaçait plus que d'habitude. Ils ont laissé entendre qu'ils utilisaient à dessein la tactique de la division en 2 groupes
pour vaincre rapidement l'équipe nationale coréenne. Les commentateurs ont remarqué que cette tactique convient mieux à l'as de l'équipe nationale américaine, le tank James Walker, qu'à d'autres. Ils étaient sur le point d'enterrer l'espoir d'une victoire coréenne, mais l'action soudaine de Marie a laissé les tribunes et les commentateurs figés de stupeur. Marie, à peine apparue sur le champ de bataille, se précipite immédiatement vers l'avant, recommençant à être plus active qu'auparavant. Les commentateurs ont été surpris de voir que l'équipe nationale avait l'habitude de jouer en défense, alors que Marie a changé de position et agit complètement différemment. William s'est contenté de regarder l'équipe nationale coréenne en action cette fois-ci, car tout s'est déroulé comme il l'avait prévu jusqu'à présent. Il a également fait remarquer que s'ils font tout dans le selon lui, ils auront une petite chance de gagner. Marie, quant à elle, après la conversation et l'entraînement qu'elle a suivi, a traversé le donjon avec la certitude qu'ils allaient gagner cette manche. Le recruteur de l'équipe nationale américaine se tient à couvert comme la dernière fois, mais il informe James qu'il ne voit pas les joueurs de l'équipe nationale coréenne. Walker lui dit de le garder avec quelques autres membres de son équipe dans l'embuscade, car il n'y a qu'un seul moyen d'entrer. Soudain, alors que James anticipait déjà une bagarre avec William, le mur dans son dos se mit à trembler et un bruit commença à en provenir. Se retournant au bruit, il vit une partie du mur derrière lui commencer à s'effondrer et une lumière brillante apparaître derrière les failles. Quelques instants plus tard, le mur s'effondre enfin, révélant à James un passage secret d'où les membres de l'équipe nationale coréenne commencent à sortir en courant. William leur a dit que la première étape pour battre Walker est un bon repérage, car vous devez déterminer le nombre de joueurs à proximité de Walker. Il a déclaré que cette fois-ci, l'équipe nationale coréenne n'aura pas pour objectif de battre les monstres ou de tuer le guerrier squelette, car ce n'est pas la bonne façon de gagner. William leur a expliqué que les joueurs de Battle of the Superhumans ne connaissaient qu'un seul passage vers le palais, puisqu'ils ne se trouvaient pas dans le donjon proprement dit. Il leur a dit qu'il y avait aussi un passage secret qui reliait les équipes nationales de Corée et des États-Unis. Le passage est caché dans le mur, mais il aidera Marie dans sa recherche. Il les aidera à découvrir ce que l'équipe adverse prépare. Ensuite, après le repérage, les 11 joueurs de l'équipe nationale coréenne emprunteront un passage secret, se sépareront et attaqueront l'équipe américaine. C'est pourquoi William les a encouragés avant le match, en leur souhaitant bonne chance et en leur disant qu'ils pouvaient certainement battre l'équipe américaine cette fois-ci. De plus, avant le match, William s'est approché de Marie et lui a donné des conseils sur la façon de tuer Walker. Elle doit lui donner un coup de pied dans les jambes. Marie est surprise car James Walker est un combattant de proximité et les jambes ne peuvent pas être un point faible pour un joueur aussi fort. William lui explique que Walker a changé de bouclier sur ses conseils, mais qu'il ne s'est pas encore habitué à ceux qu'il ne protège pas ses jambes à cause de sa petite taille. Il a déclaré qu'après la victoire, ils étaient sous pression pour ne pas leur donner un seul point, et qu'ils allaient donc surveiller tous les aspects de la situation. William lui demande de lui faire confiance, et s'ils font ce qu'il dit, en raison de l'attaque surprise, ils auront de bonnes chances de gagner. En s'envolant par le passage secret, Marie remarque que Team America ne s'est vraiment pas rendu compte de la situation et remercie William. Les commentateurs s'arrachaient les cheveux et n'avaient pas le temps de commenter l'attaque soudaine de l'équipe nationale coréenne contre l'équipe américaine. Un joueur de soutien de l'équipe de Marie a mis en place un effet de concentration de feu sur elle pour lui permettre de tuer plus facilement ses adversaires. Concentration de feu est un effet d'aura qui a la capacité d'affaiblir les adversaires autour du porteur. Bien que l'attaque ait été soudaine, James Walker s'est adapté rapidement et s'est préparé à repousser l'assaut soudain de l'équipe nationale coréenne. En regardant autour de lui, il voit les membres de son équipe tomber les uns après les autres, et sa confiance en la victoire s'affaiblit considérablement. Pendant qu'il observait son équipe, Marie avait déjà réussi à marquer quelques points grâce à 2 attaques. Soudain, il remarque les joueurs de soutien qui décident de l'attaquer par derrière, mais il parvient à réagir et à obtenir un 3e kill. Après s'être un peu adapté, il a crié à toute son équipe que tout le monde devait se rassembler ici car la situation était critique. Mais il était un peu trop tard.
Ils étaient déjà entourés de 8 joueurs de l'équipe nationale coréenne alors qu'ils n'étaient que 3 hommes. Les joueurs coréens ne sont pas restés inactifs et les ont attaqués, tandis que les joueurs américains n'étaient plus aussi rapides et précis pour repousser leurs attaques. James Walker n'était pas prêt d'abandonner et a commencé à se battre avec acharnement, gagnant un autre kill en lançant son arme. Après avoir jeté son arme, il ne lui restait plus que son bouclier dans la main, et c'est à ce moment-là qu'il sentit Marie dans son dos. Lorsqu'il se retourna, il ne la vit pas derrière lui et tomba dans la stupeur, car il était presque sûr qu'elle était là il y a une seconde. Marie lança une attaque écrasante sur Walker, sortant de derrière son bouclier où elle se trouvait dans un angle mort pour lui. L'attaque de Marie a fait beaucoup de dégâts à James, mais elle s'était déjà placée dans son dos, stoppant son avancée pendant une seconde. Alors que James pensait avoir obtenu une seconde chance, il sentit le coup de fouet sur sa jambe et comprit que c'était la fin pour lui. Marie tire fortement sur le fouet et James Walker tombe sur le dos, incapable de se défendre ou de résister plus longtemps. En regardant autour de lui, il vit que le reste de son équipe avait déjà été tué, ce qui lui valut des points, et il se résigna au fait qu'ils avaient perdu ce combat. Jacques continua à s'allonger sur le dos et regarda Marie réduire lentement mais résolument la distance qui les séparait. Alors qu'elle se rapprochait, il se demanda si William leur avait donné un conseil sur la façon de faire ce tour d'une nouvelle manière et de gagner. Marie ne répond pas, se contentant de pointer son épée sur Jacques, lui permettant de prononcer ses derniers mots avant qu'elle ne le tue. James ne dit rien, se contentant de sourire en voyant à quel point ils avaient su les déjouer et gagner ce combat grâce à leur nouvelle tactique. Mason est resté choqué en écoutant les commentateurs annoncer que l'équipe nationale coréenne avait déjà tué 5 personnes et qu'elle prenait de l'avance. William, qui était allongé sur le canapé à côté de Mason, n'a fait que sourire lorsqu'il lui a dit qu'il lui avait dit qu'ils allaient s'en prendre à Walker. Le deuxième tour s'achève et les commentateurs n'en finissent pas de s'émerveiller de la manière dont l'équipe coréenne a réussi à surprendre tout le monde. Certes, le match s'est soldé par une victoire de l'équipe américaine, mais celle-ci a tout de même obtenu un résultat qu'elle n'avait jamais obtenu auparavant. L'équipe coréenne n'a été vaincue que parce qu'elle a été attaquée par la deuxième partie de l'équipe américaine à un moment où elle n'avait presque plus d'énergie. Malgré cette défaite, l'équipe coréenne a réussi à abattre 5 adversaires et à faire plus de bruit que la victoire américaine. Ils ont également montré une rediffusion de l'explosion du mur, rendant le passage secret. Ce moment a été le point culminant du match de ce soir. Au centre de toutes les attentions, une joueuse, Marie, capitaine de l'équipe nationale coréenne, qui a personnellement réalisé 4 des 5 meurtres. Elle s'est levée joyeusement et a accepté tous les éloges et les cris enthousiastes, réalisant que moralement, ils avaient définitivement gagné ce match. Mason, en tant qu'entraîneur principal de l'équipe nationale coréenne, se tenait sur la scène, et des journalistes nouvellement arrivés l'interviewaient déjà. Le journaliste a déclaré que ses pupilles ont pu montrer un niveau complètement différent lors de ce tour et lui a demandé quelles étaient ses impressions à ce sujet. Mason a répondu que lui et son équipe avaient trouvé l'expérience formidable et qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. Le journaliste a également noté que leur équipe avait utilisé un mouvement secret lors de ce tour, ce qui est impressionnant, et leur a demandé s'ils y avaient pensé eux-mêmes. Mason sourit, confirmant que beaucoup étaient effectivement surpris par ce mouvement, car personne n'avait même soupçonné le passage. Il a également indiqué que le match se déroulait dans un endroit spécifique et qu'avant le second tour, ils avaient demandé une assistance spéciale. En disant cela, il regarde vers William, qui est assis sur un banc à l'écart et observe le déroulement de l'entretien. Voyant son regard, William se détourna avec irritation, réalisant qu'il était de nouveau en train de faire quelque chose de cybersportif. L'interview se poursuit avec Marie, toujours rayonnante de joie, qui se présente à la journaliste dans le même état d'esprit. En la saluant, le journaliste lui a fait remarquer qu'elle s'était bien comportée et lui a demandé si son approche de la formation était nouvelle. Marie répond qu'elle s'est entraînée très longtemps avec William et que c'est lui qui a eu l'idée du passage secret. En écoutant ce que Marie dit à la journaliste, William soupire d'irritation et réalise qu'il n'aura pas le droit de vivre en paix.
Il a également posé une question rhétorique sur la raison pour laquelle il ne cesse de le mentionner dans leurs conversations lors de diverses interviews. Soudain, il entend une voix familière derrière lui qui lui répond qu'ils ne font que dire la vérité, rien de plus. Voyant le directeur de l'association dans son dos, William lui répond avec irritation qu'il doit donner une interview, pas discuter avec lui. Le directeur, quant à lui, a répondu qu'il était trop vieux pour être interviewé et qu'il n'était donc pas nécessaire de le chasser de l'endroit où il se débrouillait bien. À la question de William qui lui demande pourquoi il le fréquente, George répond qu'il n'a pas besoin d'excuses pour être avec lui. George demande si c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser le passage secret, ce à quoi William répond par un signe de tête, précisant que c'était probablement pour rien, puisque ce n'était que du sport. En conséquence, il s'est indigné, affirmant que c'était la seule décision normale puisque le niveau de l'équipe était très bas. Le directeur laissa passer ces paroles et lui demanda s'il avait entraîné Mary depuis qu'elle avait complètement adopté son style de combat. William se lève du banc et dit qu'il n'a pas très envie d'enseigner à Mary, mais George dit qu'il a du talent après tout. En réponse à cette dernière phrase, William écarte fièrement les bras et confirme ses propos en disant qu'il est effectivement magnifique. Le directeur décide de tenter sa chance une dernière fois et propose à William de trouver une meilleure utilisation de SE compétences. William est indigné, car il a déjà gagné la dispute entre eux et il ne doit donc pas participer à des compétitions ou à des jeux. Le directeur a dit que c'était sa dernière offre et qu'il ne le harcèlerait plus, mais il a demandé à l'écouter. Il a dit qu'une nouvelle saison était sur le point de commencer. Une ligue majeure où les meilleurs joueurs du monde s'affronteront dans la bataille des surhommes. En entendant cela, William a demandé avec scepticisme si le directeur allait lui offrir une chance de participer à cette grande ligue. Le directeur s'y oppose, disant que ce serait insolent de sa part, mais souhaite que William rejoigne l'équipe. Il baissa tristement les yeux, réalisant qu'il risquait d'être refusé, comme il l'avait été les fois précédentes, alors que William lui avait dit qu'il y réfléchirait. Ne réalisant pas immédiatement la réponse qu'il venait de recevoir, George demanda à William de répéter ses paroles, ce à quoi il lui demanda s'il était sourd à cause de la vieillesse. George était toujours là, incapable de croire que William avait accepté de réfléchir à sa proposition, puisqu'il avait toujours refusé. William a déclaré qu'il était passionnant de regarder Mary se battre, mais encore plus passionnant d'y participer. À la fin, il a ajouté que, de toute façon, les vrais donjons n'existaient plus et qu'il ne pouvait donc que s'essayer à la bataille des surhommes. Fou de joie, George a attrapé William et a commencé à lui caresser la tête en lui disant qu'il avait très bien exprimé sa décision. Il a également ajouté, en montrant à William l'écran de son téléphone, qu'une vidéo de leur équipe nationale avait été visionnée plusieurs millions de fois en 1 heure. Les commentaires sous la vidéo regorgeaient de commentaires ravis et heureux, faisant l'éloge de William et Mary. Se dégageant de l'emprise du directeur, William lui dit qu'il semble vieux, mais qu'il ne manque pas de force, ce à quoi il répond qu'il est simplement content. William rétorque qu'en fait, il a seulement dit qu'il y penserait, et que George ne devrait pas se faire trop d'illusions puisque les chances sont de 50-50. Contrairement aux attentes de William, le directeur de l'association s'est contenté de froncer les sourcils, de dire qu'il n'y avait pas de problème et de laisser William réfléchir. William se demande si les grandes ligues ne sont vraiment pas loin, comme George le lui a dit. Lorsqu'il a reçu une réponse affirmative, il s'est interrogé, car après tout, ce sont les meilleurs des meilleurs qui sont choisis pour de tels événements. Après réflexion, il s'est adressé au directeur de l'association en lui disant que même s'il était d'accord, il avait quelques conditions à remplir. Le directeur le regarde avec surprise, mais ne s'y oppose pas, car cela serait dangereux pour la décision, et lui demande quelles sont ses conditions. Il a également ajouté qu'il était prêt à faire tout ce que William lui demanderait, car il devait l'intégrer dans l'équipe par tous les moyens. William sourit joyeusement en entendant l'accord, planifiant manifestement une idée très intéressante qui promettait d'être amusante. Le lendemain, Mason se tenait dans le jardin en face de William et ne voyait pas comment réagir à ce qu'il venait d'entendre de sa bouche. En réponse à l'exclamation indignée de Mason, William dit qu'il semble lui avoir tout expliqué de manière très claire et accessible.
Il a déclaré que George avait promis de réaliser tous ses souhaits s'il acceptait de se battre avec des équipes de haut niveau. William a également ajouté qu'il commençait une nouvelle vie grâce à cela, même s'il voulait la passer sur le canapé devant la télévision. Il a également expliqué qu'étant donné qu'il s'était engagé dans une entreprise aussi sérieuse, tout devait être fait parfaitement et correctement. William a déclaré qu'il ne pensait pas avoir besoin de cette formation, mais qu'étant donné le calibre des joueurs de son équipe, il devrait entraîner tout le monde. Mason s'est excusé de ne pas les avoir bien entraînés et a dit qu'il comprenait sa motivation mais qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait parmi ses projets. William explique paresseusement qu'après Marie, il est la prochaine personne qui n'est rien d'autre que lui, et qu'à part William, personne ne peut le tuer. Mason s'indigne que William ne puisse pas le tuer, ce à quoi ce dernier lui répond qu'il n'a pas tenu d'arme dans ses mains depuis 17 ans. Alors qui sait? William a également ajouté qu'un tel grand entraîneur ne lui ferait pas peur, mais qu'il essaierait de le ramener à sa forme normale pendant cette période. Mason précisa, juste au cas où, si William se rendait compte qu'il n'était plus aussi fort qu'avant. Il avait 48 ans, après tout. Après l'avoir analysé avec ses capacités, William a pu constater qu'au fil des ans, toutes ses caractéristiques avaient perdu de leur valeur. Après avoir réfléchi, il en vint à la conclusion qu'il était possible et pas si difficile de ramener toutes ces caractéristiques à leur niveau antérieur. Avec un sourire moqueur, il a demandé à Mason s'il se rendait compte qu'à partir de demain, l'enfer se déchaînait pour lui. Se souvenant de l'enfer qu'avait été l'entraînement de William, Mason réalisa qu'il allait être fini à partir de demain. Assis dans son bureau, George passe en revue les conditions de William dans son esprit. Il ferait équipe avec Marie, et Mason serait également impliqué. Il a également imaginé l'ampleur de l'événement et le nombre de sponsors qui se présenteraient lorsque 2 des 7 sauveurs feraient partie de la même équipe. Le directeur de l'association a annoncé que Mason et William feraient partie de la même équipe, ce qui a immédiatement fait le tour de l'Internet. La nouvelle que Mason, Marie et William allaient se battre dans la même équipe dans la cour des grands faisait déjà le tour de tous les journaux et sites médiatiques. Mason se tenait dans sa cour et écoutait les remarques de William, qui lui demandait s'il se souvenait de ceux qu'il lui avait appris. La réponse est que, si votre technique est boiteuse, vous devez aller plus vite que votre adversaire, et William lui en veut de se souvenir de tout, mais de ne pas le faire. Mason dit qu'il comprend et qu'il essaiera plus vite, puis il commence à se concentrer et à se préparer à l'attaque. Après une brève pause, il s'élança vers William qui se tenait face à lui avec son bouclier. Dès qu'il eut réduit la distance qui les séparait, il pivota et donna un coup au bouclier que William avait placé devant lui. Après le coup de poing, Mason s'est éloigné de William et lui a demandé s'il était satisfait du résultat cette fois-ci ou non. Lorsque William lui a dit qu'il avait l'habitude de donner plus de coups de poing, Mason lui a demandé de ne pas tenir compte de son âge. Il s'est également penché et s'est plaint à William qu'à son âge, il lui était très difficile d'endurer de telles séances d'entraînement. En réponse, William lui a simplement dit de ne pas se plaindre, car il aurait déjà appelé un tel entraînement un « échauffement léger ». En réponse à l'affirmation selon laquelle ils étaient déjà coincés ici depuis 8 heures, William a répondu que le spectacle était sur le point de commencer et qu'il devait donc se dépêcher. Mason s'y oppose et dit que les spectacles devront attendre car ils doivent se rendre à un endroit aujourd'hui. Ils sont arrivés au bâtiment de l'Association coréenne des cybersports, où ils ont été accueillis à l'entrée par un membre familier du personnel, Ethan, qui s'est avéré être l'administrateur. William a également été présenté à l'homme qui se trouvait à côté de l'administrateur, Brown Turner, membre de l'organisation mondiale Battle. William se sentait mal à l'aise dans cette situation, car il se souvenait que son avatar avait déjà été testé il n'y a pas si longtemps. Il lui a été expliqué qu'il ne s'agissait que d'une version test, et que pour une création complète et précise d'avatar, plusieurs tests sont nécessaires. Ethan a également expliqué que malgré le combat avec James Walker, l'ensemble de leurs tests n'a porté que sur les capacités physiques de William. Ils doivent rassembler toutes les statistiques et les données pour que le personnage corresponde le plus possible à William et à la réalité. Ils ont également précisé que la synchronisation complète ne posait aucun problème,
mais qu'il était toujours préférable de copier les données de la réalité. En réponse au regard interrogateur de William, Ethan explique qu'une synchronisation totale est possible lorsque l'avatar est vous, mais uniquement dans le monde virtuel. Il a également ajouté que l'avatar peut révéler des compétences qui ne sont pas encore apparues dans la réalité, ce qui a changé le point de vue de William sur la technologie. Lorsque William s'émerveille du niveau de technologie, Ethan répond qu'il s'agit d'un développement secret, avec des employés dispersés dans le monde entier. William se méfie de cette information, suggérant que le programme pourrait être basé sur une force qui reproduit le monde réel. Il a précisé que s'ils ne savent pas comment les choses fonctionnent, c'est que les créateurs peuvent avoir d'autres objectifs que le cybersport. Repoussant ces tristes pensées, William se dit que même si les monstres attaquaient, il serait capable de les interrompre tous. William a été emmené dans une salle de test spéciale et on lui a dit qu'il fallait tester sa vitesse, sa force et son aura. Il y a d'abord eu une épreuve de force, qui s'est déroulée avec une machine sur laquelle il fallait tirer un bouton. Après avoir attendu un peu, William a tiré la poignée et a appliqué une certaine force, mais c'était serré, même pour lui. Après que la machine a calculé la force appliquée pour la secousse, on a demandé à William de secouer la poignée quelques fois de plus. Lorsque William a terminé son test de force, Ethan et les autres ont remarqué que les chiffres de force n'étaient pas très élevés pour un héros. Le test suivant était celui de la dextérité. Il devait appuyer sur les deux interrupteurs situés à des extrémités différentes de la pièce. Lorsque William a procédé au test d'agilité, tout le monde a été choqué de voir que Tank était capable de se déplacer aussi rapidement. Après que le système a alerté William que le test était terminé, il s'est arrêté et a demandé le résultat. Insatisfait du résultat obtenu, il a repassé le test et a obtenu les 971 points convoités. Il s'adresse à la réceptionniste et lui demande quel est le score maximum obtenu au test d'agilité. Lorsqu'on lui a annoncé que le meilleur score, 1007 points, était attribué à Mike Berner, il a reconnu ce nom grâce aux vidéos qu'il avait regardées. William a également dit qu'on parlait de ce Mike Berner qui serait aussi rapide que Mason quand il était plus jeune, mais il en doute. William a apprécié la note obtenue lors de ce test et s'est donc concentré sur sa prochaine tentative. Il a estimé qu'il était en pleine forme aujourd'hui même et qu'il serait donc en mesure d'obtenir des résultats supérieurs à ceux qu'il avait obtenus précédemment. Finissant de se concentrer, il s'élance et touche les deux interrupteurs aussi vite qu'il le peut. En regardant ses mouvements puis les résultats des tests, les personnes présentes n'en revenaient pas des chiffres qui s'affichaient à l'écran. Sur l'écran de la machine de test brûlait le chiffre 1007, qui indiquait que William avait la vitesse du joueur le plus rapide du monde. William réfléchit au fait qu'il n'a pas le score maximum d'agilité, mais qu'il est capable d'égaler les surhommes les plus rapides. Pensant qu'il pourrait peut-être aller au-delà de ses propres capacités, il a demandé un autre test de force. En tirant sur la poignée de l'appareil familier, William se dit que la chose la plus importante est la concentration, et que c'est la concentration qui résout tout. Toutes les personnes présentes ont regardé avec stupéfaction les chiffres qui augmentaient à chaque test effectué. William se mit debout et s'analysa, arrivant à la conclusion qu'il avait déjà atteint ses limites en termes de force et d'agilité, mais qu'il avait besoin de plus. Il réfléchit au fait qu'une augmentation aussi rapide des performances ne peut pas être simplement due à la concentration, mais qu'il doit s'agir de quelque chose d'autre. Il se souvint qu'il avait déjà ressenti cela une fois, lorsqu'il s'était battu dans le tout dernier donjon d'où il était venu ici. William se souvient que c'est à ce moment-là, au bord de la mort, qu'il est capable d'exagérer ses performances et d'élever sa volonté au-delà du maximum. Il s'ensuivit des pensées tout à fait logiques. Pourquoi se battre, si l'immortalité et la volonté lui permettent de vaincre n'importe qui? Cela commençait à lui paraître très suspect. Tout indiquait que quelqu'un voulait sa participation à la bataille et sa victoire écrasante. Ce test a été suivi d'un test d'aura, pour lequel une sphère blanche obscure a été placée devant William. Pour vérifier l'aura, on lui a demandé de la toucher, après quoi il a fait remarquer qu'il n'existait pas auparavant de méthode aussi précise pour mesurer les auras. Il se souvint qu'il s'était entraîné durement pour élever son niveau d'aura à 100, mais en vain,
car le niveau d'aura était très difficile à changer. Dès qu'il commença à infuser son aura dans la sphère, tout le monde retomba dans la stupeur car elle ne faisait qu'augmenter à chaque seconde qui passait. Au moment où William a commencé à infuser de l'aura dans la sphère, il était sûr à 100% que son aura était maintenant à son maximum. Lorsqu'il demanda le résultat, on lui annonça d'une voix tremblante qu'il venait d'établir un nouveau record pour le niveau d'aura le plus élevé de l'histoire de l'humanité. William n'en fut pas le moins du monde gêné, et il ne fit que le confirmer d'un air satisfait, en disant que c'était pour lui une ou deux broutilles. On lui a dit qu'il avait battu un record préexistant qui appartenait à l'une des 7 sauves, Charlotte. William était surpris qu'elle ait un tel score, mais il a deviné que malgré son manque de force, elle allait de l'avant grâce à sa confiance en elle. L'administrateur informe William que toutes les vérifications ont été effectuées avec succès, mais qu'il doit clarifier un point. Il a dit à William qu'il ne serait pas autorisé à utiliser son nouveau pouvoir immortel pendant le match. William n'était ni surpris ni contrarié par ce fait, car il était logique que cette capacité soit trop forte dans ce type de jeu. Quelques jours plus tard, un certain culte a recommencé à faire rage, chantant les honneurs de Guillaume et de ses réalisations. Ils croyaient qu'en raison de leur foi, William les conduirait vers la lumière, qu'il trouverait le salut et que le monde serait guéri. Ils croyaient que le monde était sur le point de s'effondrer, mais ils ne croyaient qu'en la force de William, et les plus courageux d'entre eux ont brandi l'image de William au-dessus de leur tête. Il a dit à tous que c'était grâce à leur foi que Guillaume les avait entendus et qu'il était ressuscité d'entre les morts pour sauver le monde. Il a également fait appel à la foi des autres et leur a dit que, s'ils continuaient à croire, l'heure du salut arriverait bientôt. William et Mason étaient dans la cour lorsque le bruit des membres de la secte a envahi la rue et les a empêchés de pratiquer. William n'a pas compris ce qu'était cette immense foule de gens en cape qui ne faisaient rien d'autre que de crier son nom. Ils ont continué à se tenir à la clôture et à crier son nom, mais leurs phrases comprenaient parfois « Notre Sauveur » et « Nous croyons en toi ». William demande à Mason s'il s'agit de journalistes et celui-ci lui répond qu'il s'agit de la communauté William, qui le considère comme son Dieu. En entendant le nom de cette congrégation, William commença à se remémorer les fois où il avait pu les voir auparavant. Soudain, William a eu une révélation et s'est demandé s'il s'agissait des types qu'il avait pris pour des journalistes lorsqu'il était à l'hôpital. Mason confirme ses propos et dit qu'il pensait que le monde était sur le point de s'effondrer et que William les prenait pour une bande d'idiots. Mason dit que la seule raison pour laquelle il continue à croire en lui est qu'il est littéralement ressuscité des morts, ce qui ne plaît pas à William. William a dit qu'il leur donnerait une leçon et s'est dirigé dans leur direction. Et les cris et les supplications de Mason ne pouvaient plus l'arrêter. Sautant brusquement sur la clôture, il domine la foule des hommes masqués et leur demande bruyamment de se taire. Après un petit silence, ils ont continué à crier leurs phrases et William leur a de nouveau demandé de se taire. Après qu'il leur a demandé une seconde fois de se taire, ils l'ont écouté et William a essayé de trouver une sorte de compromis. Lorsqu'il a commencé à leur parler, ils ont continué à débiter leurs phrases de manière sporadique, si bien qu'il a perdu patience. William les renvoya brutalement, ajoutant que s'ils le suivaient à nouveau, il les tuerait. Il les a également qualifiés de bande de fous qui veulent simplement suivre une personne toute la journée. Les gens dans la foule commencent à chuchoter, arrivant peu à peu à la conclusion que William teste ainsi leur foi en lui. Ils l'ont soudain entouré, le regardant dans les yeux et scandant son nom sans arrêt, le poussant de plus en plus près de la clôture. William recula, car il ne s'attendait pas à un tel assaut de leur part, étant donné qu'il avait promis de les tuer tous s'ils le faisaient. Mason, qui observait la scène depuis la ligne de touche, se rendit compte de ce qui allait se passer et recula involontairement. William se mit à bouillir et, à voix basse, mais de façon à ce que tout le monde puisse l'entendre, leur dit que s'ils ne partaient pas dans les 10 secondes, il les tuerait tous. 10 secondes plus tard, William était déjà assis sur une montagne de corps, mais il ne les a pas tués, il les a seulement assommés, car il y avait même des enfants parmi eux. Il se tourna vers le garçon, le dernier à être resté conscient, et lui demanda s'il voulait le suivre ou non. Après que le garçon effrayé a répondu qu'il ne le suivrait plus,
William a souri et l'a laissé partir. En descendant vers Mason, William s'étira et annonça paresseusement qu'il pouvait, en toute quiétude, reprendre l'entraînement. Mason a dit à William qu'il était simplement fou, ce à quoi William n'a pas répondu et a demandé plus d'informations sur la secte. Mason n'a pas daigné lui répondre, se contentant de dire qu'il devait se mettre en route car la foule des journalistes ne tarderait pas à arriver. Lorsque William a proposé de les interrompre à son tour, Mason s'est indigné et a déclaré qu'ils attireraient ainsi davantage l'attention sur eux. Alors qu'ils se tenaient debout et discutaient tranquillement, une silhouette obscure et masquée les observait depuis le toit d'un grand bâtiment. Sentant le regard de l'étranger, William se tourna dans cette direction et Mason lui demanda ce qui n'allait pas. Ne voyant personne dans la direction d'où William s'était senti menacé, il rassure Mason et lui dit qu'il l'a juste imaginé. Quelques jours plus tard, l'agent de James Walker et un agent de la Superhuman Battle Association of the United States arrivent à l'aéroport coréen local. Oliver, c'est le nom de l'agent, a déclaré qu'il était heureux d'être à nouveau en Corée et qu'il espérait que l'ère des surhommes reviendrait à nouveau dans ce beau pays. Son compagnon lui a dit qu'il était déjà en mesure d'emmener un groupe de surhommes d'ici aux États-Unis, mais Oliver a dit qu'il ne pouvait pas prendre les meilleurs. Elle lui dit que les 7 sauveurs n'ont jamais été intéressés par la bataille, que seule Charlotte l'a été, mais qu'elle s'en est désintéressée à cause des restrictions. Oliver a déclaré que même s'il avait raté des surhommes talentueux auparavant, il ne les raterait pas maintenant, et William lui appartiendrait. Soudain, l'arrivée d'un homme à l'aéroport les oblige à interrompre leur dialogue et à s'étonner de son arrivée. Un homme âgé, visiblement très familier mais manifestement mal accueilli par les agents américains, entrait dans l'aéroport. C'était Jake Rand, un agent de l'association Battle of the Superhumans d'Europe, et sa présence ne signifiait rien de bon. Il s'approche lentement des agents américains et les salue d'un air moqueur, faisant mine de ne pas les reconnaître. Il a souhaité que cette bataille soit équitable, ce à quoi Oliver s'est indigné en pensant qu'il était facile pour lui de dire cela. Tandis qu'Oliver et Jake se tiennent debout et échangent des regards agressifs, les journalistes ont déjà détourné leur attention vers les autres arrivants. Arrivent également à l'aéroport les frères Moreau, propriétaires du Club Lumière à Paris, à qui William a ruiné l'affaire des donjons. Ils rêvent d'obtenir un autographe ou, mieux encore, de lui faire signer un contrat pour travailler avec eux. Tous ces gens célèbres se sont regardés en silence, réalisant qu'ils étaient tous venus pour mettre la main sur William. Soudain, le silence s'installe dans l'aéroport et l'on entend le claquement des talons de la femme qui vient d'arriver. Charlotte, la plus jeune des 7 sauveurs, est entrée dans l'aéroport et a demandé où se trouvait son petit frère. William est émerveillé par le nombre de personnes rassemblées le jour du match où il fera sa première apparition en tant que joueur de bataille. Il a également dit en plaisantant que c'était une bonne chose que la population ait diminué après la guerre des démons, ce qui lui a valu une réprimande de la part de Mason. Mason, pour couronner le tout, a demandé à William de garder son sang-froid pour une fois, mais il n'a pas obtenu de réponse affirmative. William a simplement ignoré sa question et s'est avancé sur le tapis rouge, réalisant qu'il allait s'amuser beaucoup. Alors qu'il descendait le tapis rouge jusqu'à l'entrée, des foules de journalistes ont commencé à s'amasser autour d'eux, et Mason leur a demandé de quoi il s'agissait. William a seulement souri et s'est tourné vers lui en lui disant qu'il devait le protéger plus soigneusement de cette foule de journalistes curieux. Et la foule de journalistes curieux était déjà en route vers les deux, en train de crier et d'exiger au moins une sorte d'interview de leur part. Mason a trouvé le meilleur moyen de se sortir de cette situation et, poussant William au milieu des journalistes, il s'est rapidement éclipsé. Tout en répondant négligemment aux questions de la foule, William maudit mentalement Mason et imagine ce qu'il va lui faire subir. Les journalistes ont posé des questions sans intérêt. Quel est votre état d'esprit? Comment vous sentez-vous avant votre premier match? Cependant, la dernière question, à savoir s'il savait que Charlotte était également venue ici, a attiré son attention et il a demandé si c'était vrai. Lorsqu'il a appris qu'elle était venue ici pour rendre visite à son petit frère, il s'est senti mal à l'aise d'être appelé de la sorte. À peine débarrassé des journalistes gênants,
William commence à ouvrir des centaines de portes à la recherche de la sienne. En faisant le tour des salles, il pouvait encore entendre des discussions sur son sujet par le bord de ses oreilles, et cela commençait à devenir agaçant. Lorsqu'il trouve Mason et Mary, il ne s'adresse pas directement à eux, mais leur demande s'ils savent que Charlotte est venue ici. Lorsque Mason a entendu cela, il n'a pas réagi, et Mary était même heureuse de la voir à ce jeu. Mason s'est approché de William et l'a mis en garde contre les reporters prêts à le dévorer. William a répondu en demandant qu'on lui rappelle qu'il a largué et laissé aux journalistes pour qu'ils le déchirent complètement et sans pitié. Mason dit qu'il ferait mieux de se préparer à rencontrer Charlotte, et William espère qu'elle n'est pas là pour se venger. Charlotte est la plus jeune des 7 sauveurs, originaire de Chine, et possède une force immense et impressionnante. Née et élevée dans une famille aisée, fille unique, elle a développé ses capacités dès l'enfance. Du haut de ses 17 ans, elle se sentait reine et détestait William, qui la ramenait sur terre. Il la gronde constamment, lui fait remarquer ses erreurs et la traite durement en raison de son caractère arrogant et de son manque de volonté. William lui criait constamment dessus, la réprimandant pour la moindre erreur de calcul, ce qui commençait rapidement à l'énerver. Elle l'entendait aussi constamment lui dire qu'il n'y avait rien d'autre d'utile chez elle que son immense force. En y repensant, Mary et Mason ont conseillé à William d'acheter un smoking, car un enterrement allait bientôt avoir lieu. Après avoir discuté un peu plus longuement du sujet, Mason chassa les pensées inutiles de sa tête et déclara qu'ils avaient mieux à faire que Charlotte. Il se tourne vers toute l'équipe qui s'est progressivement rassemblée autour d'eux pendant leur petit dialogue sur Charlotte. La tâche principale de Mason pour le moment est de gagner la confiance des joueurs, sinon il serait un très mauvais capitaine. Il a précisé que les règles de ces jeux sont connues de beaucoup, mais comme il y a de nouveaux joueurs parmi eux, il va tout réexpliquer. Les athlètes sont divisés en Team Love et Team Hope et jouent ensuite un jeu de charité. L'équipe de l'amour est composée de joueurs de l'équipe nationale et l'équipe de l'espoir est composée de toutes les recrues à l'exception de Mary. Mason s'est autoproclamé chef d'équipe, capitaine, en raison de sa grande expérience de la préparation et de l'organisation d'équipe. Il a ensuite indiqué que William participerait à ce jeu, après quoi William a paresseusement salué les personnes présentes. Mason a également indiqué qu'il n'avait pas tenu d'arme à feu depuis un certain temps, et qu'il était donc plein d'espoir pour toutes les personnes présentes. Le chef adjoint de l'équipe l'a approché en lui disant qu'il ne le laisserait pas tomber, et qu'ils espéraient qu'il les mènerait à la victoire. William reste debout et écoute le discours de Mason, admirant sa capacité à faire des discours, convaincu qu'il est effectivement apte à être capitaine. En appliquant son œil d'analyste à Mason et Mary, William a acquis la conviction qu'à eux trois, ils formeraient une excellente équipe. D'autre part, le reste des personnes présentes, dans lesquelles William ne voyait rien de particulièrement utile. Soudain cependant, les résultats élevés d'un enfant qui, comme les autres, était tout excité à propos de Mason, ont attiré son attention. Les capacités de ce type étaient également assez immédiates, et les utiliser pouvait être très bénéfique. William a également remarqué qu'il avait une limite de force très élevée de 90, et qu'il avait donc beaucoup de potentiel. William pensait que si on l'entraînait, il pourrait être un bon char d'assaut, alors il l'appela auprès de lui. L'homme s'est avancé et s'est présenté sous le nom de Charlie, et a nommé sa position, le joueur principal qui fait les dégâts. William a été choqué de voir qu'un joueur de mêlée contribuait à des dégâts importants et a demandé à nouveau, mais le gars n'a pas pu enchaîner quelques mots sous l'effet de l'excitation. William lui demande pour la 3e fois s'il est un char d'assaut, ce à quoi Charlie répond clairement que non, mais qu'il a toujours rêvé d'être un char d'assaut comme William. William constate avec agacement qu'il ne connaît même pas son 2e pouvoir, et que la raison en est le mauvais choix de son poste. Il a supposé qu'on lui avait confié un rôle aussi étrange en raison de son apparence, car comment un homme aussi maigre pouvait-il être un tank dans l'équipe? William soupire et demande à Mary de lui apporter un bouclier, ce à quoi Charlie réagit avec excitation, car il ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il tendit le bouclier à Charlie, puis prit le sien, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi on lui avait donné un bouclier, puisque c'était un attribut des chars d'assaut.
William ignora SS question et commença à montrer à Charlie les bases de l'utilisation du bouclier, car il n'y avait pas beaucoup de temps. Charlie a essayé de s'opposer, en disant que son rôle était de faire des dégâts, mais William lui a dit qu'il était un idiot et que son rôle était de tanker. Le bruit a commencé à courir dans le public que William était vraiment fou de changer le rôle d'un joueur moins d'un jour avant le match. Charlie, effrayé, tente d'appeler à l'aide le capitaine, Mason. Mais celui-ci se contente de secouer la tête, car William sait mieux que lui ce qu'il faut faire. Après avoir écouté jusqu'au bout les vociférations de William, Mason approuve le nouveau rôle de Charlie, annonçant d'ores et déjà une nouvelle répartition des rôles entre les joueurs. Charlie est choqué par la rapidité avec laquelle sa position a été inversée et par le fait qu'on l'ignore. William essaya l'armure et remarqua qu'elle était très solide mais aussi exceptionnellement légère, ce que Mason ne fit que confirmer. L'expression du visage de Mason n'était pas particulièrement joyeuse, mais il l'attribuait au fait qu'il n'aurait jamais pensé devoir porter cet uniforme. Se souvenant de quelque chose, Mason se tourna vers William, l'informant qu'il n'y aurait pas de problème avec l'arme et qu'il avait préparé quelque chose pour lui. Après quelques minutes d'attente, William reçut de Mason une lance identique à celle avec laquelle il s'était battu dans les donjons. Mason a également prévenu William que même s'il était fort, il n'avait combattu que des monstres, mais pas d'humains. Il nota que les autres n'avaient combattu que des humains et qu'ils avaient donc plus d'expérience qu'eux deux réunis. William sourit, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et appelle Mason « capitaine » en plaisantant. Tout en continuant à sourire, William regarde attentivement Mason et lui propose de montrer un grand jeu à sa grande sœur. Avant le début du match, les tribunes débordaient de monde et de cris, car la présence des deux sauveurs faisait sensation. William a fait remarquer que même en apparence, il était clair où se trouvait l'équipe nationale, car les caractéristiques étaient différentes. Leur performance a été de 70 points en moyenne et leur moyenne de 60 points, ce qui leur confère une supériorité. William a demandé à Mason ce qui le guidait dans le recrutement des joueurs et on lui a répondu qu'il était important pour lui que les statistiques soient à peu près égales. Il s'agissait d'un type de sélection standard, sélectionner des joueurs de manière à ne pas recruter des éléments trop forts ou trop faibles dans l'équipe. Soudain, l'attention de William est attirée par un joueur à l'air arrogant qui ne semble pas du tout se soucier de « ce qui se passe ». William a fait remarquer que malgré son manque d'intérêt, il a d'assez bons paramètres, mais que la force mentale est complètement en dessous. En pensant au fait qu'il avait déjà une petite limite et qu'il n'en avait même pas développé la moitié, il a commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Il a arraché William à ses réflexions en lui demandant, pas très poliment, pourquoi il le fixait, ce qui a amené William à se demander s'il le lui disait. Il lui a répondu qu'il le lui avait dit, se rappelant à quel point il l'agaçait encore pour diverses raisons. Il se souvient de l'avoir vu lors du match précédent entre la Corée et l'équipe américaine où il s'était comporté comme un idiot arrogant. Pendant qu'il réfléchissait et insultait William dans son esprit, ce dernier décida de changer de place avec son coéquipier pour être plus proche du gamin. En changeant de place, William demande immédiatement d'où vient ce type, car il voit bien qu'il ne l'aime pas. Il confirme qu'il n'aime pas William car il s'est montré très arrogant lors du match A, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Il ajouta également que cette arrogance était due au fait qu'il n'avait jamais participé à une bataille avant cet incident, mais William se contenta de rire. Voyant que, malgré ses arguments, on se moquait de lui, le garçon voulut s'indigner, mais William l'interrompit par une question. William demande en souriant qui est le père du jeune homme, ce à quoi ce dernier répond que son père est vice-président de l'association. Ils sont distraits de leur conversation par la voix d'un annonceur sur les haut-parleurs au-dessus de leur tête qui leur demande d'entrer dans l'arène. Lorsque William s'apprête à partir, le garçon l'interpelle et lui demande ce qu'il entend par cette question et ce qu'il sait de son père. William jeta paresseusement par-dessus son épaule que ce n'était pas grave. Il se demandait juste qui et comment il avait réussi à élever un tel idiot. Tandis que le jeune homme fait la moue d'indignation, William ajoute qu'il a du mal à respirer le même air que lui et qu'il déteste les arrogants. Il l'a cependant remercié vers la fin, car il a donné à William l'envie de gagner cette bataille et de mettre le gamin à terre.
Lorsque le commentateur annonce l'entrée de William dans l'arène, les gradins se mettent à vibrer avec une vigueur et un volume renouvelés, ce qui n'est pas une surprise. Alors qu'il se dirige vers son siège, les commentateurs remarquent que le jour est enfin venu où ils verront William dans un combat surhumain. Même s'il s'agissait d'un match de charité, on pouvait voir de nombreuses personnes dans les tribunes, James Walker, Jake, Oliver et d'autres célébrités. Dans les tribunes se trouvent également les frères Moreau et Charlotte, qui est particulièrement enthousiaste à l'idée de voir William jouer. Après avoir annoncé le début de la partie, les commentateurs ont indiqué que le premier match se déroulerait dans la grotte en spirale d'Ajaza. La grotte d'Ajas se compose de 3 cercles, avec un chemin secret au centre qui mène au donjon. L'équipe de l'amour représentait l'équipe nationale, tandis que les membres des 7 sauveurs jouait pour l'équipe de l'espoir. Peu avant le coup d'envoi, Mason a réuni toute son équipe et a entamé un briefing pour discuter de la tactique, des actions de jeu, etc. Il a déclaré que les 2 équipes commenceraient à se déplacer en même temps, chacune à partir d'un point différent, l'espoir commençant au 5e, l'amour au 1er. 6 zones étant opposées l'une à l'autre, ils commenceront à chasser dans la zone 5, 1 et remonteront jusqu'à la zone 5, 2. Par la suite, Mason a déclaré que William se rendait seul dans la zone 5, 3, et tuait le chef de zone, ce qui permettait à l'équipe d'obtenir des points supplémentaires. Il a également été convenu qu'il pourrait croiser le chemin de l'équipe adverse à un moment donné, mais que Mason, William et Mary s'en occuperaient. Mason a assuré à l'équipe, au CIAS ou, que peu importe le nombre d'adversaires, à eux 3, ils en viendraient à bout. En écoutant cela, William ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas se battre mur à mur et gagner, et pourquoi Mason